Ce jeudi soir, ma mère m'a emmené au 7-Eleven le plus proche pour un Slurpee. À notre arrivée, il n'y avait que 3 personnes. Le gars de nuit au comptoir, une femme d'âge moyen achetant des cartes à gratter et ce type bizarre. Il marchait lentement dans les allées, mains enfoncées dans les poches d'un sweat à capuche crasseux. Il s'arrêtait pour fixer tout le monde toutes les 2 secondes. Au début, je n'y prêtais pas attention. J'étais trop occupé à me torturer sur le choix de saveur de Slurpee. Mais quand j'ai levé les yeux, je l'ai trouvé en train de me fixer. Il n'a pas détourné le regard, ce qui m'a mise mal à l'aise. Et même quand je regardais ailleurs, je sentais toujours son regard sur moi. Je me suis dit de ne pas trop y penser. Mais dès que la femme à la caisse a ri et que la clochette a tinté derrière elle, l'ambiance du magasin a changé. C'était subtil mais pesant, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de la pièce. Maman se dirigeait vers le rayon frais pour prendre de l'eau. Je l'ai suivi, et lui aussi. Il dérivait derrière moi, ne faisant même plus semblant de faire ses courses. Une seconde, il était à 3 allées de distance. Puis, son reflet est apparu dans la porte du congélateur juste derrière moi. « Hey, comment tu t'appelles, ma chérie ?» Ce mot, « chérie », m'a fait frissonner. Avant que je puisse répondre, maman s'est interposée entre nous. « Reculez, c'est une enfant. » Il a souri narquoisement, l'air indifférent. « Relax, je discute juste. Pas ma faute si ta fille attire les regards et que tu es jalouse. » Ma mère était stupéfaite de son audace. Elle a immédiatement appelé le personnel du 7-Eleven, se plaignant de cet homme qui nous harcelait. Maman m'a alors poussé derrière elle quand l'employé a tourné au coin. « Monsieur », a dit fermement l'employé, « vous devez partir maintenant. » L'homme l'a fusillé du regard, marmonnant quelque chose, puis a quitté le magasin. La porte a claqué si fort qu'elle a fait trembler les vitres. J'ai senti mes jambes trembler. Maman m'a serré l'épaule. « Ne t'inquiète pas, on s'en va aussi. » Nous avons payé rapidement. L'employé s'est excusé et regardait par la fenêtre comme s'il s'attendait à ce que le type revienne. Maman a plaisanté qu'elle avait besoin d'une bulle pour tenir les pervers à distance. J'ai ri faiblement, essayant de cacher ma terreur. En sortant, l'air froid m'a frappé le visage. Le parking était presque vide. Je me souviens de m'être rapproché de maman, serrant trop fort mon Slurpee, pensant que le pire était passé. Nous avons marché vers notre voiture. Puis, tout s'est passé si vite que je n'arrive toujours pas à remettre les événements en ordre. Quelque chose a bougé rapidement derrière la camionnette noire garée à côté de nous. Une main a surgi, puis un bras, puis un autre. Avant que je puisse crier, l'homme était sur moi, agrippant mon bras si fort que ça brûlait ma peau. « Viens ici !» a-t-il grogné, me tirant vers la camionnette. Sa poigne semblait inhumaine. Pas comme quelqu'un qui vous saisit, mais comme des griffes qui s'enfoncent. J'ai hurlé. Pas un cri normal, un de ces cris animaux qui vous déchirent la gorge. Maman s'est jetée sur moi instantanément, attrapant mon autre bras et me tirant en arrière. Pendant un instant, j'étais la corde dans un violent tir à la corde. L'homme l'a frappé. Ce son est quelque chose que je n'oublierai jamais. Un bruit sourd écœurant suivi de ma mère qui haletait. Ses lunettes ont volé, glissant sur le trottoir. J'ai vu du sang gicler et couler sur sa lèvre. Mais elle n'a pas lâché prise. Il l'a frappée à nouveau, cette fois directement dans le nez. J'ai entendu un craquement. Elle a crié, mais tirait toujours sur moi de toutes ses forces. « Lâche ma fille !» Mes jambes étaient comme du plomb. L'homme a enroulé son bras autour de ma taille, me soulevant à moitié. Je donnais des coups de pied et me débattais, sanglotant. Il m'a traîné vers la porte coulissante ouverte du van. Maman me tenait toujours. Mais vu ses blessures, je savais qu'elle ne tiendrait plus longtemps. L'homme le savait aussi, alors il riait et tirait plus fort. Juste quand je croyais tout espoir perdu, j'ai vu des phares. 2 voitures sont arrivées simultanément, pneus crissant bruyamment. Les 2 conducteurs se sont mis à crier. L'homme s'est figé. Ce n'était qu'une seconde, mais suffisante. Il m'a poussé et s'est jeté au volant du van. La porte a claqué. Le moteur a rugi. Le van a filé si vite que les pneus ont crissé. Je suis tombé, paume raclant le béton, main ensanglantée. Ma mère s'est effondrée près de moi, tenant son visage, me cherchant encore. Des gens ont accouru vers nous. L'un a appelé les secours pendant qu'un autre examinait ma mère.
Mes oreilles bourdonnaient. Ma vision était floue. Je voyais ma mère, visage gonflé, sang au menton, ayant pris tous les coups pour moi. À l'hôpital, son nez était cassé à 2 endroits. Sa pommette était très meurtrie. Elle a eu besoin de points de suture à la lèvre. Je me souviens d'avoir pleuré toute la nuit à son chevet. La police est venue. Nous avons regardé les vidéos de surveillance ensemble. Le voir de l'extérieur m'a rendu malade. Voir à quel point il a failli me faire monter dans cette camionnette me hante encore. Ils l'ont attrapé 3 jours plus tard. Un détective m'a dit qu'il vivait dans cette camionnette et qu'il avait déjà fait des choses similaires. Mais cette fois, il n'a pas réussi, car ma mère s'est battue comme une femme qui n'avait rien à perdre. Parfois, quand je me réveille la nuit en tremblant, je sens encore sa main sur mon bras. Mais ensuite, je me souviens de l'autre main, celle qui n'a jamais lâché prise, celle de maman. La vérité, c'est qu'elle ne m'a pas seulement sauvé sur ce parking. Elle a sauvé chaque anniversaire que je vivrai. Chaque lendemain que je n'aurais peut-être jamais vu. Je la regarde maintenant, guérie, mais portant encore de légères cicatrices. Et je comprends que ce ne sont pas des marques de ce qu'on lui a fait. Ce sont les preuves de ce pourquoi elle s'est battue. Les gens disent que j'ai survécu à un monstre cette nuit-là. Ce n'est pas vrai. J'ai survécu parce que ma mère m'aimait plus que tout. Je jure que ça s'est passé exactement comme je vais vous le raconter. Il était environ minuit 40 quand Bailey m'a secoué pour me réveiller. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux mi-clos et une main posée sur son ventre comme toujours depuis qu'elle était enceinte de 8 mois. « Kyle, murmura-t-elle, je meurs de faim. Tu peux me chercher quelque chose ? J'ai envie de chips, peut-être un donut et un truc épicé. » Les envies de grossesse étaient imprévisibles, mais Bailey me réveillait rarement pour ça. Elle semblait vraiment mal à l'aise. J'ai soupiré, mais je me suis levé. « D'accord, j'y vais. »« T'es le meilleur, » murmura-t-elle. J'ai attrapé mon sweat, enfilé mes chaussures, et je suis sorti. C'était pas loin, le 7-Eleven de notre rue, alors j'ai pris mon vélo. Les néons du 7-Eleven donnaient l'impression d'entrer dans un monde différent. L'employé de nuit m'a fait un signe de tête. J'ai filé au rayon, pris les chips, 2 donuts, et même ces verres acidulés qu'elle adorait. En allant à la caisse, j'ai impulsivement ajouté un paquet de clopes. Je fume pas beaucoup. Bailey déteste l'odeur, alors je m'en grille une dehors avant de rentrer. J'ai payé, fourré la malbouffe dans la poche de mon sweat, et je suis sorti. À droite de l'entrée se trouvait le coin fumeurs habituel. Le problème, c'est que l'endroit était sombre. La seule lumière au-dessus des poubelles était morte depuis des mois, et tout le coin puait. Pas juste mauvais, pourri. J'ai froncé le nez, mais j'ai haussé les épaules. J'avais juste besoin de quelques minutes. Je me suis adossé au mur et j'ai sorti une cigarette. Je l'avais aux lèvres et mon briquet en main quand j'ai entendu, un gémissement. Au début, j'ai cru que c'était un chat, mais non. On aurait dit un homme qui pleurait, ce genre de sanglots étouffés de quelqu'un qui souffre. J'ai tourné la tête lentement. Le bruit venait du fond du coin sombre. J'ai sorti mon portable et allumé la lampe. Le faisceau a percé l'obscurité. Un homme était accroupi près des poubelles. Son visage était enfoui dans ses bras tandis qu'il se balançait d'avant en arrière. Il portait des vêtements sales et déchirés, couverts de crasse. Ses épaules tremblaient comme s'il pleurait ou grelottait de froid. « Hé mec, ça va ?» Le balancement s'arrêta. Il cessa même de pleurer. Lentement, beaucoup trop lentement, l'homme releva son visage. Je jure que tout mon corps s'est figé quand la lumière l'a frappé. Ses yeux étaient écarquillés comme ouverts, trop grands. Son œil gauche tressaillait comme s'il essayait de faire le point. Le côté gauche de son visage était déchiré. Chair rouge et vive, comme si on lui avait arraché un bout de joue. Et sous ses ongles pendaient des lambeaux de peau. Ses lèvres et son menton étaient mouillés de sang. Son propre sang. C'est là que j'ai compris. Il s'était fait ça lui-même. Il me fixait de ses yeux tressaillants, tête penchée comme si j'étais une énigme à résoudre. Je reculais lentement en murmurant « Ok. Ok, je m'en vais. » D'un geste brusque, l'homme se leva et il était immense, au moins 2 mètres, dominant les poubelles. Son ombre s'étendait sur le trottoir. J'ai poussé un cri.
Accroupi, il semblait petit, mais maintenant sa taille était impossible, presque difforme. Sa tête tressaillit, et sans rompre le contact visuel, il porta une main tremblante à sa joue blessée et commença à y creuser. Il a planté ses ongles sales dans la chair déchirée, en a arraché un morceau, et je jure sur ma vie, l'a mis dans sa bouche. Mâchant, lentement, délibérément, comme s'il l'avait fait avant, maintes et maintes fois. L'odeur de pourriture que j'avais remarquée plus tôt prenait tout son sens. C'était lui. J'ai reculé en titubant, sprintant à travers le parking. Mais j'étais si choqué par cette vision horrible que je n'ai pas vu le rebord tout près. Mon pied l'a heurté. J'ai été projeté en avant et j'ai heurté le sol violemment. Mon menton a frappé le pavé si fort que ma vision est devenue blanche un instant. Du sang chaud coulait sur mon cou alors que la peau s'ouvrait. Je me suis précipité vers mon vélo, les mains tremblant tellement que j'arrivais à peine à saisir le guidon. Derrière moi, je l'entendais arriver, ses pieds nus claquant contre le sol. J'ai essayé de démarrer la moto, mais la peur m'a paralysé. « Démarre !» ai-je crié. « S'il te plaît, démarre !» Le moteur toussa une fois, 2 fois. L'homme était presque sur moi. J'entendais sa respiration, saccadée, affamée. Finalement, le moteur rugit à la vie. J'ai donné un coup. La moto a bondi en avant. J'étais soulagé de pouvoir échapper à cette situation. Mais en quittant le parking, l'homme s'est penché, trop près, et m'a craché dessus. Une éclaboussure chaude et épaisse a frappé le côté de mon visage. J'ai hurlé, manquant de perdre le contrôle alors qu'il se mettait à rire. Ce rire horrible, brisé, étouffant, applaudissant comme un enfant amusé par un tour. Et j'ai filé jusqu'à ce que l'homme disparaisse au loin. Quand je suis rentré, Bailey m'attendait à la porte. Un regard sur moi, le sang, les tremblements et les yeux hagards, elle a su que quelque chose d'horrible était arrivé. Je lui ai tout raconté pendant qu'elle pressait une serviette contre mon menton pour arrêter le saignement. Elle n'a pas remis en question un seul détail. Elle a pleuré et m'a serré dans ses bras. Et pour la première fois cette nuit-là, je me suis laissé effondrer. On est allé directement aux urgences pour recoudre mon menton, puis chez le médecin le lendemain, terrifié par ce qui avait atterri sur mon visage. Je ne sais pas combien de temps la salive de cet homme est restée sur moi avant que je la lave, mais je jure que je la sens encore parfois. Les gens rient quand je raconte cette histoire, disent qu'elle semble inventée ou exagérée. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais à quoi il ressemblait, son odeur, à quel point il a failli me toucher. Je ne suis plus jamais entré dans un 7-Eleven après la tombée de la nuit depuis ce soir-là. Si vous avez déjà travaillé de nuit, vous connaissez cette sensation de fatigue et de brouillard après minuit, ou même entrer dans un 7-11 bien éclairé donne l'impression d'être dans un rêve. C'est exactement dans cet état d'esprit que j'étais la nuit où tout s'est passé. Je ne m'attendais à rien, juste à prendre une boisson énergisante pour rester éveillé assez longtemps pour rentrer chez moi. Je suis allé directement vers le frigo au fond. J'ai pris une canette, fermé la porte, et c'est là que je l'ai entendu. Un petit murmure derrière moi. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ne le laissez pas me voir. » Je me suis retourné et pendant un instant, j'ai cru l'avoir imaginé, mais j'ai vu une fille, à peine 15 ans, accroupie entre les rayons, les yeux grands ouverts, le mascara coulé sur ses joues, comme si elle avait pleuré pendant des heures. J'ai besoin d'aide. Il est ici. Il me cherche. D'accord, tout va bien. Viens avec moi. Est-il à l'intérieur ? Demanda-t-elle. Non, dis-je. Mais la caissière peut appeler quelqu'un. Elle hésita, regardant par-dessus les étagères vers la porte vitrée. Puis elle s'est rapprochée, restant derrière moi comme si j'étais un bouclier. Nous avons marché lentement vers le comptoir. L'employé de service a immédiatement remarqué mon expression et s'est redressé. Avant que je puisse répondre, la clochette au-dessus de la porte a tinté. Elle a poussé un cri et s'est baissée derrière moi. Je me suis retourné pour voir un homme en sweat à capuche sombre scrutant le magasin comme s'il savait qui il cherchait, et l'intensité de son regard a déclenché mes alarmes internes. « C'est lui !» a-t-elle murmuré, la voix brisée. « S'il te plaît, ne le laisse pas m'attraper. »« Appelle le 911 !» ai-je dit à la caissière. L'employé n'a même pas hésité. L'homme en sweat à capuche s'est avancé vers nous, main tendue comme suppliant. « Laisse-moi lui parler. Tu ne comprends pas. » La fille derrière moi tremblait si fort que je le sentais à travers ma veste. « Ne l'écoutez pas! Il veut me faire du mal !» a-t-elle sangloté.
Et sa façon de le dire, avec tant de peur et de certitude, m'a totalement convaincu. Je lui ai crié de reculer. Il frappa la table du plat de la main, laissant éclater sa frustration. « S'il vous plaît, écartez-vous, je dois la reprendre, sinon... Elle ne va nulle part avec vous. La police arrive bientôt. » Je ne lui faisais pas confiance. Je ne faisais confiance à rien dans cette situation, sauf au fait que la fille était terrifiée. On a attendu les 4 minutes les plus longues de ma vie. La fille faisait les 100 pas derrière le comptoir, serrant un distributeur comme si elle allait devoir se défendre. Elle murmurait sans cesse « Ne le laisse pas m'attraper ». Puis les sirènes ont retenti. 2 voitures de police ont déboulé dans le parking, gyrophares allumés, pneus crissant légèrement en s'arrêtant. J'ai ressenti un soulagement si intense que mes genoux ont failli céder. « C'est bon, tu es sauve. Ils sont là. » Mais dès que les agents sont sortis, quelque chose clochait. Ils n'avaient pas l'air surpris. Je croyais qu'ils allaient maîtriser l'homme, mais ils sont allés droit vers lui et ont demandé « Où est la fille ?» L'homme m'a pointé du doigt. 2 policiers m'ont dépassé en trombe, passé et l'ont plaqué au sol. Elle a crié. Pas de peur comme je l'avais entendu plus tôt, mais un hurlement violent, presque sauvage. Elle donnait des coups, jurait, griffait le sol pendant qu'il lui attachait les poignets. « Non, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ne m'emmenez pas. »« Que faites-vous » ai-je crié en avançant. C'est la victime, c'est lui qui la suivait. L'agent le plus proche m'a lancé un regard sévère. C'est elle la suspecte, c'est son père. Je me suis figé. Quoi? Son père? L'homme s'est approché, haletant, les yeux rouges. De près, il ressemblait moins à un monstre qu'à un homme épuisé. Elle s'est enfuie, a-t-il dit doucement, la voix tremblante. Elle a blessé quelqu'un, poignardé une femme. Je la cherche depuis 7 heures. Mon estomac s'est noué. Les cris de la fille se sont transformés en sanglots, bruts et hystériques, quand ils l'ont soulevée. Vous mentez. Je n'ai rien fait. Elle le méritait. Elle a essayé de prendre mes affaires. Elle hurlait contre son père. Son père a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé », lui murmura-t-il. « Je suis désolé, j'essaie juste de t'aider. » Les policiers la poussèrent dehors vers la voiture. Elle les combattait à chaque pas. Je restais là, incapable de bouger. Mon cerveau n'arrivait pas à concilier l'enfant terrifié que je venais de protéger avec le suspect violent qu'ils traînèrent du magasin. Elle m'a dit que vous alliez lui faire du mal, dis-je. Son père n'avait pas l'air fâché contre moi. Au contraire, il semblait reconnaissant. « Je suis content que quelqu'un soit resté avec elle, » dit-il doucement. « Merci, elle fuit tout le monde ce soir. On veut juste éviter qu'elle se blesse ou blesse quelqu'un. » Je pensais me sentir idiot d'avoir mal lu la situation, mais je me sentais juste vide. Car en vérité, si je n'étais pas intervenu, si elle s'était enfuie, quelqu'un aurait pu être blessé. Peut-être une autre personne innocente. La police partit avec elle qui hurlait encore à l'arrière. Le père les suivit dans sa voiture, main tremblante sur le volant. Et puis il n'y avait plus que moi et la caissière. Le Slurpee qu'elle tenait si fermement était sur le comptoir, fondant en une flaque rouge sombre. Je repense sans cesse à ses yeux cette nuit-là, son air terrifié, sa conviction, et comme il était facile de la croire. Et maintenant, je pense à autre chose. La prochaine fois qu'on me suppliera d'aider, saurai-je si j'aide la bonne personne? Car cette nuit au 7-11 m'a appris quelque chose que j'aurais préféré ignorer. Parfois, la personne que tu protèges est celle dont tu devrais avoir peur.